Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Bernard, fondateur d'Atlético. Bonjour Arthur. Bonjour Armelle. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, bien sûr. J'ai commencé par un parcours assez classique, je pense, pour pas mal de gens qui t'écoutent. J'ai fait une prépa d'abord, une école de commerce ensuite. En sortant d'école, j'ai eu une première partie de ma carrière côté tech et start-up. Donc j'ai fait un passage dans un fonds de capital risque qui s'appelle Alven à Paris. Ensuite, j'ai été pendant quelques années chez Betclic, l'opérateur de paris sportifs. Au moment où c'était encore une petite structure, on est passé de 200 à 1200 personnes pendant les 3 années où j'y étais. Et à une période qui a peut-être marqué certains d'entre ceux qui écoutent, c'était au moment de l'ouverture du marché français. Quand tous les opérateurs de paris sportifs ont commencé à faire beaucoup de pubs. Après ça, j'ai fait un passage en conseil en stratégie, où j'ai surtout traité de sujets de croissance, donc lancement d'offres, acquisition de sociétés, essentiellement dans les médias et les télécoms. Et j'ai eu un peu de chance, c'était en 2012, une année qui était extrêmement agitée sur ce marché-là, puisque c'était le lancement de Free Mobile. Donc plutôt intéressant. Et je suis pas resté si longtemps que ça, parce que j'ai été ensuite recruté pour aller chez Lagardère Sport, que certaines personnes peuvent connaître sous le nom de Sport5, qui est une des très grandes agences de marketing sportif dans le monde, dans le top 3 mondial à peu près. Et j'étais directeur de la stratégie de cette société pendant 7 ans, où j'ai traité de pas mal de sujets d'acquisition, évidemment, d'intégration, parce que c'est une boîte qui a grossi par acquisition successive, et à un moment donné, il a fallu intégrer tous ces business pour en faire un tout cohérent. Pas mal de sujets d'innovation qui m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui. Et la dernière partie de ma période chez Lagardère Sport, je l'ai passé à vendre l'activité. Une fois qu'Arnaud Lagardère, l'actionnaire principal, le seul actionnaire, a décidé de vendre l'actif. Et du coup, c'est ça qui t'a préparé à l'étape d'Atlético ? En partie, oui. En fait, comme tu as pu le voir dans le parcours, je suis passé un peu des 2 côtés. Donc, j'ai d'abord commencé côté VC et startup. J'ai une première exposition à ce domaine-là. Et ensuite, la deuxième partie, j'ai été plutôt exposé au monde du sport, sur des fonctions corporate, mais très exposé au monde du sport, où j'ai côtoyé des agents principalement et parfois des athlètes. Et donc, j'ai pu voir un peu comment cet univers-là fonctionnait. Et en fait, c'est pendant mes années Lagardère Sport que j'ai vraiment eu l'idée de ce qui est devenu Atlético aujourd'hui. Je crois que c'était vers 2015 à peu près. En fait, chez Lagardère Sport, on avait le métier d'agent. On était agent principalement en tennis, golf et NFL. Tous ces agents étaient basés aux États-Unis chez nous. Dans mes prérogatives, je passais du temps avec chacune des business lines pour réfléchir à quelles pouvaient être les nouvelles lignes de revenus à développer. Et donc, j'ai passé un peu de temps avec des agents, j'ai creusé le sujet et en fait, j'ai beaucoup regardé l'exemple américain et à quel point les sportifs américains, eux-mêmes inspirés par des talents dans d'autres industries comme la musique et le cinéma, avaient commencé à investir assez significativement dans la tech et avec succès. Et principalement parce qu'ils avaient compris
que la combinaison de leur notoriété grand public et de leur réseau privé, les accès qu'ils ont, leur conférait un unfair advantage pour accéder à des opportunités auxquelles monsieur et madame tout le monde n'ont pas accès. Et en gros, je trouvais fascinant comment, après avoir monétisé leur talent sportif, avec des contrats au sein de franchises ou avec du prize money, puis après avoir monétisé ce qu'on appelle aux États-Unis image and likeness avec des contrats d'ambassadeurs, ils avaient réussi à monétiser indirectement quelque chose qui est plus difficile à rendre tangible, mais qui est leur canal d'adresse en fait. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. C'était pas pertinent pour nous de le développer en interne chez Lagardère Sport à l'époque, donc j'ai creusé le sujet d'un point de vue perso en parallèle de mon boulot. Et en 2020, quand j'ai quitté Lagardère Sport, après qu'on ait vendu à un fonds de private equity américain qui s'appelle HIG, je me suis replongé dans le sujet en passant du temps avec d'un côté les athlètes et leurs managers, de l'autre côté les entrepreneurs et leurs investisseurs, pour valider une sorte d'intuition qui était de dire ce qui se passe depuis 20 ans aux États-Unis va finir par arriver à un moment donné en Europe. La question, c'est de savoir quand à peu près, pour pas perdre trop de temps si c'est pas le bon moment, et comment, parce qu'il y a quand même des différences assez fondamentales entre ces deux marchés-là. Et donc, il y avait très probablement besoin d'adapter ce qui se faisait aux États-Unis au marché européen. Et les feedbacks ont été hyper positifs des deux côtés. Donc, j'ai lancé l'activité quasiment le jour après avoir quitté Lagardère Sport. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu la thèse d'investissement d'Atlético et puis peut-être quelques entreprises dans lesquelles vous avez investi? Alors, déjà, on a, juste pour donner quelques éléments de contexte et de compréhension, on a commencé sur un modèle de club deal, c'est-à-dire qu'on faisait investir au cas par cas des athlètes qui choisissaient ou pas d'investir sur telle ou telle opportunité, des opportunités que nous, on avait sourcées, analysées et validées à notre niveau. Mais la décision d'investissement, elle est évidemment chez l'athlète. On a fait que ça pendant les 18 premiers mois. Et depuis quelques temps, depuis 1 an maintenant, on a créé un véhicule d'investissement dans lequel on a regroupé un certain nombre de ces athlètes pour qu'ils puissent co-investir ensemble. Et en fait, on mutualise les ressources, les efforts pour créer un portefeuille et investir dans un certain nombre de sociétés, parce que quand on investit aussitôt dans des boîtes, c'est hyper important de bien diversifier. Désolé, je remets un peu de contexte et je réponds à la question. Ah, c'est important, merci. Pour répondre à la question, notamment quand on était en modèle club deal, et à une période où il fallait encore beaucoup éduquer le marché, parce qu'on était quasiment les premiers en Europe, la compréhension générale, aussi bien côté athlète que côté entrepreneur, c'était de voir chez l'athlète sa notoriété principalement comme un atout. Et du coup, par la force des choses, au départ, on a été amené à toucher surtout des sujets consumer, impact et sport et médias, parce que c'est là où les synergies ou les collaborations étaient les plus évidentes. Et c'est aussi quand on est en modèle club deal, étant donné que la décision elle vient par l'investisseur final, donc l'athlète dans notre cas, il est plus évident et plus facile au départ de commencer sur des sujets avec lesquels il y a une certaine acquaintance. Parce que sinon, c'est très difficile de décider d'investir sur un sujet qu'on ne comprend pas ou qu'on a du mal à comprendre. Ouais, j'allais justement te demander si tu leur présentais votre grille d'analyse quand tu présentais différents dossiers, ou si c'était pas du tout le cas parce que c'est pas ce qui les intéresse. Bah si, parce que c'est notre job en fait. Nous, c'est d'avoir cette grille d'analyse et de pouvoir valider l'opportunité d'un point de vue investissement et potentiel de retour. Après, en modèle club deal, et c'est le cas avec des athlètes, mais c'est le cas avec des entrepreneurs, avec tout type de business angel, il y a souvent une part pas d'affect, mais de j'ai besoin de comprendre le sujet, j'ai besoin de penser que j'ai une valeur pour le sujet, qui facilite la décision d'investissement, qui n'est pas le seul trigger, mais qui facilite la décision d'investissement. Donc, pour revenir à la question du départ, on a commencé par des secteurs où il y avait cette proximité un peu plus immédiate. Et maintenant qu'on a créé le véhicule d'investissement, et aussi parce que ça fait 3 ans qu'on opère et qu'on a appris des choses, on est capable d'investir dans plus de secteurs pour plusieurs raisons. La première, c'est que les investisseurs se sont éduqués sur le sujet et ont plus la capacité de regarder un business un peu plus détaché du sous-jacent. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est
on mesure mieux ce que je décrivais tout à l'heure du marché américain, qui est la valeur du réseau de ces personnes-là, et plus seulement la valeur PR ou image. Et en fait, c'est des gens qui sont extrêmement bien connectés et qui peuvent ouvrir pas mal de portes. Et je pense que ça a une énorme valeur, y compris en dehors des 3 verticales dont je parlais juste avant. Et la dernière raison pour laquelle on regarde plus de secteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper important de diversifier à la fois en nombre de boîtes dans lesquelles on investit, mais en secteurs dans lesquels on investit aussi, pour juste en termes de risk management, ne pas être exposé à une seule industrie. Et c'est pour ça, par exemple, que dès le départ, on s'est refusé à n'investir que dans le sport, parce qu'on voulait diversifier un maximum, à la fois d'un point de vue création de portefeuille et risk management, et aussi d'un point de vue intellectuel, parce que un certain nombre des personnes, des athlètes qui travaillent avec nous, ont aussi envie de sortir de leur univers immédiat de proximité. Ils s'intéressent à plein d'autres choses, et ils sont très contents de pouvoir s'intéresser à d'autres choses, découvrir, élargir leur réseau et leur centre d'intérêt. Je te l'ai pas demandé tout à l'heure, mais quel est le premier athlète qui a rejoint Atlético? En fait, ça dépend où on met la barre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'athlètes avec lesquels on a discuté et on discute qui font partie d'un réseau élargi de gens avec lesquels on est capable de co-investir. Et après, il y a le premier qui a franchi le pas et qui a investi. Le premier, c'est un joueur français en NBA. Ok, ça marche. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait créer un fonds d'investissement un peu comme Atlético finalement? En fait, c'est une industrie où il y a une très forte disparité de performance. Les meilleurs génèrent des retours qui sont absolument excellents, mais beaucoup vont avoir du mal à performer, voire sous-performer par rapport à d'autres classes d'actifs. Et du coup, pour opérer dans cette industrie, il faut vraiment réfléchir à comment on peut se démarquer de la concurrence pour faire partie des meilleurs et surperformer. Parce que sinon, il y a un vrai risque à sous-performer. Et donc, sur chacune des dimensions du métier, et je vais les mentionner juste après, il faut vraiment se poser la question de quels sont les éléments qui vont me permettre de me différencier et qui vont me permettre de faire partie des tout meilleurs. Et les différentes dimensions, si je mets de côté la levée de fonds, qui est le point de départ, une fois qu'on a l'argent disponible, il y a le sourcing, il y a l'analyse, il y a le gain des allocations, parce que parfois on veut investir dans une boîte, mais il y a plus de demandes qu'il n'y a de place autour de la table. Donc il faut justifier pourquoi on est le bon investisseur. Et ensuite, il y a l'accompagnement des boîtes dans lesquelles on a investi, comment on les aide à se développer. Et tout ça, tu t'en doutes, c'est un cercle un peu vertueux ou vicieux en fonction de par quel bout tu le prends. Vraiment, ce que je recommanderais, c'est sur chacune de ces dimensions, comment je vais réussir à me différencier pour sortir du lot et faire partie des tout meilleurs. En quoi ça consiste ton métier au quotidien? Est-ce que j'imagine que t'as pas de journée type, mais si tu pouvais partager un peu une tranche de vie. Ouais. Je viens de donner les différentes dimensions, donc sourcing, analyse, gain des allocations, accompagnement des entrepreneurs et la levée de fonds, qui devrait venir en premier d'ailleurs. On passe plus ou moins de temps sur chacune des dimensions en fonction des périodes. C'est très variable. Moi, ce qui me fait lever le matin et qui vraiment m'anime au quotidien, c'est tout ce qui est le sourcing, l'analyse et l'accompagnement des entrepreneurs. Et la raison principale à ça, c'est que tu vas rencontrer plusieurs fois par jour des gens qui en général sont à la pointe de leur domaine et animés d'une volonté, d'une énergie et d'un positivisme qui te donne la pêche. Et vraiment, c'est ça qui m'anime. Donc, j'essaye de passer pas mal de temps là-dessus. Mais il y a aussi les autres tâches sur lesquelles il faut passer un peu de temps. Mais disons que pour répondre à ta question, une journée type, ça va être des bonnes plages moi je mets plein de plages dans mon agenda de deep dive pour pouvoir creuser en détail des opportunités. Et après, le reste du temps, c'est beaucoup de calls avec soit des entrepreneurs pour qu'ils te pitchent leur projet, soit des entrepreneurs pour faire un deep dive sur une opportunité,
soit des experts, parce qu'on fonctionne beaucoup par ce qu'on appelle ref call, donc on va appeler des clients, des gens avec qui les entrepreneurs ont travaillé par le passé, des experts de l'industrie, pour se faire une idée sur l'opportunité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le temps que ça prend entre le moment où un dossier arrive sur ton bureau ou quelqu'un vient te le pitcher et le moment où tu prends une décision, que ce soit de baquer ou au contraire un refus? Combien de temps ça prend et c'est quoi les étapes? Alors le non, ça peut aller très vite. Le oui prend un peu plus de temps. Les étapes, c'est le dossier arrive sur notre bureau et déjà il y a différentes façons d'arriver sur notre bureau. L'inbound, donc quelqu'un qui nous contacte sans qu'on les connaisse de nulle part, c'est rarement le bon canal, juste en termes de qualité de ce qu'on reçoit. Et l'essentiel des sujets qu'on approfondit, c'est plutôt des sujets qu'on va chercher nous, où on a noué une relation depuis quelque temps, et à un moment donné se cristallise le moment d'une levée de fonds, et à ce moment-là, on va pouvoir faire un deep dive sur l'opportunité. Okay. Première chose, c'est recevoir. Ensuite, il y a la lecture des éléments écrits qui vont nous partager, donc le mail, le deck, tout ce que tu veux, qui va permettre de faire un premier filtrage par rapport au secteur, à la maturité, à la géographie, à l'équipe. Et c'est là où je te dis, parfois ça peut aller très vite. En fait, il suffit qu'il y ait une des cases qui soit pas cochée et du coup on va décliner. Ensuite, ça passerait en général par un premier call d'approfondissement pour que l'entrepreneur pitch le projet, qu'on pose un certain nombre de questions pour continuer à filtrer. En fait, pour l'instant, c'est toujours du filtrage. Et ensuite, si ça tombe du bon côté du filtre, on va demander accès à ce qu'on appelle une data room. Donc, c'est beaucoup plus d'informations. Et on va fonctionner par Q&A qui peuvent être par écrit ou par oral. Ça dépend des entrepreneurs. Moi, j'aime bien fonctionner par écrit, mais on s'adapte à leurs contraintes aussi. Après, on va passer à tout ce qui est call de référence dont je te parlais tout à l'heure. Donc clients, gens qui connaissent les fondateurs, experts de l'industrie pour se faire un avis un peu plus éclairé sur l'opportunité, pour pouvoir challenger certaines des hypothèses qui sont prises par l'équipe. Et ensuite, il y a alors quelque chose qui va pas nous concerner nous parce qu'on est ce qu'on appelle follower. Donc on vient faire des petits chèques à côté de lead investors qui eux vont remettre une offre, discuter des termes. Nous on fait pas toute cette partie-là. On hérite des termes qui ont été négociés par le lead investor. Et une fois qu'on a ces termes-là, on est capable de donner un go de principe, si tout le reste était positif, évidemment. Et ensuite, il y a un petit process de validation interne pour pouvoir signer des papiers. Bien, tu as dû voir des milliers de decks. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs qui voudraient lever des fonds, que ce soit sur leur deck ou sur le processus d'une manière générale? En fait, le conseil, ça serait de commencer par bien réfléchir à la catégorie de projet dans laquelle on se trouve, et du coup de la typologie d'investisseurs à aller voir en fonction de ça. Et vraiment bien réfléchir à la trajectoire de boîte qu'on veut avoir par rapport à juste qui on est d'une première part, et d'autre part par rapport au marché sur lequel on opère, pour vraiment cibler les investisseurs les plus pertinents. Et je dis ça parce que tous les projets n'ont pas vocation à être financés par des VC, et il faut en avoir conscience parce que sinon on peut vite perdre du temps en fait à aller voir la mauvaise catégorie d'investisseurs. Ensuite, il faut aussi, une fois qu'on a fait cette première analyse-là, c'est cibler les investisseurs par secteur et par maturité, parce que tout le monde n'investit pas à tout secteur confondu ou toute maturité confondue. Donc encore une fois, essayer de bien réfléchir à où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on veut aller et quel est le meilleur type d'investisseur pour nous accompagner. Et ensuite, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais malheureusement c'est très vrai. C'est quand on peut se le permettre, au-delà de la partie financière, essayer de construire sa table de capitalisation, donc son pool d'actionnaires,
de façon à ce qu'elle crée le plus de valeur pour les fondateurs et la startup. Alors, on n'a pas toujours le choix, mais quand on a le choix, par exemple, le lead investor, c'est pas forcément celui qui va offrir la valo la plus attractive. C'est aussi, il y a plein d'autres termes dans la term sheet qui sont importants. Il y a le fit humain qui est hyper important parce qu'en général, on s'embarque pour une relation assez longue. Et il y a aussi leur expertise, pour revenir au point d'avant, c'est-à-dire en termes de à la fois maturité de boîte et secteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir m'apporter quelque chose pour les prochaines étapes de la vie de ma boîte? Et sachant que souvent les gens vont s'attacher au nom d'un fonds, mais en fait c'est la personne qui compte. C'est pas tant le fond, c'est la personne qui compte. Et après sur les followers, donc la catégorie dans laquelle on tombe avec les business angels, pareil, il faut vraiment réfléchir à qui va pouvoir apporter de la valeur, tout en sachant très bien que c'est des gens qui, pour beaucoup, font ça à côté d'un job à plein temps, donc qui sont pas là, qui sont pas à dispo H24 des entrepreneurs, mais voilà, essayer de bien comprendre où est-ce qu'ils peuvent aider, où est-ce qu'ils ont envie d'aider. Et pour finir sur ce point-là, c'est pas hésiter à faire sa propre due deal sur les investisseurs. Ça doit aller dans les deux sens. Ouais, c'est souvent sous-estimé comme étape, effectivement. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote d'une situation un peu amusante ou insolite que tu aurais vécue depuis que tu travailles chez Atlético? Il y en a plusieurs, mais j'en ai une en tête. J'étais sur un call avec un top athlète NBA pour discuter d'une opportunité en particulier. Et on était pendant la période de transfert. Et soudain, vraiment très soudainement, au milieu du call, sa femme, qui était aussi sur le call, lui pousse son téléphone avec insistance pour qu'il le regarde. Et en fait, il venait de recevoir la news comme quoi il allait être tradé d'une franchise à une autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en NBA, les joueurs n'ont pas forcément le choix. Parfois, ils font partie d'un trade et juste on leur dit, bah, t'étais là et tu vas là et tu poses pas de questions. Et c'est en 24 heures, hein, c'est pas Ouais, exactement. les prévenances. Et donc, littéralement, pendant le call, il a appris qu'il allait, je crois qu'il était basé en Floride, où il fait plutôt chaud et beau, et il allait, je sais plus où, dans le nord des États-Unis, où il faisait très froid à ce moment-là, et il avait littéralement 24 heures pour tout bouger, toute sa vie. Ouais. Donc le call s'est vite arrêté. Du coup, tu as quand même pu le rattraper plus tard pour finir le business ou ça a fait tomber, ça fait capoter l'affaire? On a pu rediscuter plus tard, plus calmement, mais le deal ne s'est pas fait pour autant. Ah, dommage. Si tu regardes un peu ton parcours, selon toi, sur la globalité de ton parcours, selon toi, quelle est la plus grosse erreur que tu as faite et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? La plus grosse erreur, je pense que ça va être de ne pas avoir commencé à entreprendre un peu plus tôt. Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs, et plus on les fait tôt, mieux c'est. Après, je dis ça avec énormément de respect pour mes boss d'avant, par exemple, et toutes les expériences que j'ai pu avoir avant. Je suis très content de tout ce que j'ai fait. J'aurais peut-être pu écorter un tout petit peu une ou deux fois, mais ça a aussi très largement contribué à qui je suis aujourd'hui et comment je fonctionne. C'est juste que fondamentalement, je pense que je suis plutôt du côté entrepreneur que du côté dans un grand corporate, par exemple. Et du coup, j'aurais peut-être pu commencer un peu plus tôt. Et du coup, tu retiens quoi de ça? Il faut savoir de quel côté on se trouve, parce que non, mais en fait, c'est pas fait pour tout le monde d'être dans un grand corporate et c'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur. Donc peut-être se poser la question un peu plus tôt que moi. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ça, c'est peut-être se mettre en action le plus vite possible par rapport à cet objectif-là. En tant que VC, quelles ont été tes plus grandes satisfactions, tes plus grands accomplissements, ce dont tu es le plus fier? Je pense que ça dépend vraiment des profils. Moi, perso, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure,
ça va être ce qui touche à l'accompagnement des entrepreneurs. Alors c'est une relativement petite partie de ce qu'on fait, et encore plus dans notre position de follower où on a des interactions, on a moins d'interactions avec les entrepreneurs que le lead VC par exemple. Pour autant, je trouve que c'est ce qui apporte le plus de satisfaction parce qu'on a vraiment l'impression d'aider quelqu'un à construire sa boîte, et ça peut être à plein de niveaux différents. Ça peut être lui accorder 2 heures pour un brainstorming sur un sujet particulier parce qu'on a une expertise particulière. Ça peut être ouvrir une porte qui débloque un gros sujet pour lui. Ça peut être trouver, enfin l'aider à trouver celui ou celle qui sera l'investisseur du tour d'après. Donc il y a plein de moyens de les aider. Mais d'un point de vue très égoïste, ce qui apporte le plus de satisfaction, c'est ça. Parmi les sportifs investisseurs ou ex-athlètes de haut niveau investisseurs, est-ce qu'il y en a qui sont un peu hands-on ou est-ce qu'ils sont tous pris par leur carrière ou pour leur post-carrière et peu participatifs? Alors évidemment, ça dépend énormément. Ça dépend énormément des gens, de là où ils en sont dans leur carrière. Après, nous, la façon dont on présente ce qu'on fait, c'est évidemment de les aider à investir, et la partie financière, retour sur investissement est extrêmement importante. Mais je pense qu'on met aussi beaucoup l'accent sur comment, via ces investissements, ils vont pouvoir se développer un réseau, une expertise qui va être un complément très intéressant pour eux dans la suite de leur carrière et surtout post-carrière sportive. Et du coup, je pense que par la façon dont on présente les choses et la façon dont on veut faire les choses, on a plutôt tendance à attirer des profils qui vont vouloir s'impliquer. Pour autant, les niveaux d'implication sont forcément assez différents. On en a qui, littéralement, qui dès qu'ils ont un moment, appellent pour partager des opportunités ou poser des questions sur les dernières opportunités en cours. Et d'autres qui sont un peu plus discrets. Souvent, ceux qui sont discrets, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas par manque d'intérêt, mais plus par peur de mal faire ou peut-être peur d'avoir la légitimité ou l'expertise pour discuter du sujet. Une forme de pudeur, tu dirais? Ouais. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors ça va être très 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 contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait j'aurais dû me lancer plus tôt. C'est de prendre son temps. Enfin, plus que de prendre son temps, d'être patient. Et alors, c'est pas quelqu'un de l'industrie du VC qui m'a dit ça, mais c'est mes boss d'avant. Et c'est probablement encore plus vrai dans l'industrie du capital risque, parce que c'est un jeu de très très long terme. Et on crée de la valeur sur au minimum 5 ans et plutôt 7 à 10 ans. Et du coup, il faut pas se précipiter. Beaucoup de gens qui commencent ont tendance à voir, il y a une sorte de pression à faire un premier deal. Faut essayer de pas rentrer dans ce jeu-là. Donc ouais, il faut savoir être patient. Et après, pour moi, dans ma position qui est très particulière, d'un côté, je suis entrepreneur parce que je monte Atlético, et de l'autre, je suis investisseur. Faut que je jongle avec être patient côté investisseur et être très peu patient, voire en suractivité côté entrepreneur pour faire avancer les choses. Donc c'est peut-être ça la difficulté particulière dans mon job à moi. Comment tu vois le futur pour les fonds d'investissement d'ici 3 à 5 ans? C'est dur parce que en fait il y a 2 mouvements qui vont se chevaucher plus ou moins bien pour certains. D'un côté, beaucoup de fonds risquent de ne pas délivrer les perfs qu'ils pensaient délivrer parce que le marché est moins bon aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années, et certains ont pu investir au pic et ne pourront peut-être pas atteindre le prochain pic pour sortir des positions. Et donc, il y aura clairement des performances qui seront pas au rendez-vous, et du coup, ça va entraîner des difficultés à lever le fonds d'après, et ainsi de suite. Donc, il y a ce côté plutôt négatif. Et pour ceux qui ne seront pas impactés par ça ou moins impactés par ça, pour moi, il y a une super opportunité à investir maintenant où le marché est plus sain, les valorisations sont plus basses,
il y a moins de FOMO, donc on a plus de temps pour regarder les opportunités, pour se positionner sur des dossiers. Donc en théorie, ceux qui font bien leur boulot et qui investissent maintenant devraient plutôt pouvoir faire de la perf. Est-ce que tu aurais un conseil, soit d'un livre ou d'un documentaire ou éventuellement d'un influenceur à suivre sur le business et sur les levées de fonds? Moi, je suis forcément un peu biaisé par ma thèse à moi. Je regarde énormément le marché américain, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc des athlètes qui investissent, il y a quelques très beaux exemples aux États-Unis, avec Serena Williams qui a monté son propre fonds d'investissement, Kevin Durant qui a monté son propre fonds d'investissement, pareil avec Steph Curry. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des très grands noms, donc ça parle à tout le monde. Après, moi, ce qui va m'intéresser parfois un peu plus, c'est des profils comme André Iguodala, qui est un autre joueur NBA, qui est un excellent joueur NBA, qui vient de prendre sa retraite, mais qui fait peut-être pas partie de l'élite des joueurs NBA. Et pour autant, il a énormément investi pendant sa carrière. Là, il vient d'arrêter sa carrière et il monte un fonds d'investissement. Et je trouve que cette reconversion, elle est fascinante pour moi. Et comment, même en étant pas dans le tout premier tiers du panier, on arrive à leverager son réseau, sa notoriété, pour faire des choses extrêmement intéressantes. Et sur un livre, il y a un livre quand j'ai commencé à me pencher sérieusement sur le sujet, il y a un livre qui a été écrit par un journaliste de Forbes, qui s'appelle A-List Angels, How a Band of Actors, Artists and Athletes Act Silicon Valley. Et ça dépeint très bien le mouvement des célébrités au sens large, pas que sportives, qui investissent dans la tech, et surtout l'évolution depuis, je crois qu'il remonte jusqu'à Shaquille O'Neal qui investit dans Google, jusqu'à presque aujourd'hui. Je précise pour les gens qui auraient un peu peur parce que l'article est en anglais, il est écrit dans un anglais qui est hyper facile. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et c'est pas du tout technique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Non, c'est plutôt, c'est très descriptif et c'est vraiment une frise chronologique de l'investissement des célébrités. Merci beaucoup Arthur Bernard, fondateur d'Athletico, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Armelle. Voici les quelques points à retenir de cet épisode. Le premier, c'est les 5 dimensions du métier de gestionnaire de fonds d'investissement. La levée de fonds, le sourcing des dossiers, l'analyse des dossiers, le gain des allocations et l'accompagnement des entreprises soutenues. Le deuxième point, lorsque vous cherchez des BA et des athlètes dans vos investisseurs, montrez-leur les points d'accroche entre leur personnalité, leurs valeurs, leur parcours et leur carnet d'adresses avec la proposition de valeur de votre entreprise. Le troisième point, réfléchissez bien en amont de la levée à la catégorie d'investisseurs que vous voulez viser pour être certain de cibler la bonne, parce que cela affectera la trajectoire de votre entreprise. Et finalement, les due diligence, ça marche dans les deux sens. Et enfin, le dernier point, n'attendez pas trop pour entreprendre. Il n'est jamais trop tôt, mais soyez patient et prenez votre temps, car on crée de la valeur surtout sur le moyen terme. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.